Bienvenue dans Manager l'Odyssée, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Adrien Ledoux, PDG et cofondateur de JobTeaser, une entreprise française leader en Europe dans l'orientation et le recrutement de jeunes talents. Adrien reviendra sur son parcours, ses sources d'inspiration et sa vision du management. Bonjour Adrien. Bonjour Alix. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'en savoir. Pour commencer, même si ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me raconter brièvement les prémices de JobTeaser? Comment est-ce que vous avez identifié le besoin d'accompagnement des jeunes? Alors c'est parti très simplement de notre histoire. En fait, on était étudiants à école de commerce et d'ingénieur. On ne savait pas ce qu'on avait envie de faire. On a choisi donc du conseil, qui est la manière classique de ne pas trop se fermer de porte. Oui, et, chez Bain & Company. Voilà, chez Bain, qui était une très belle entreprise, mais assez vite on s'est dit, mais comment ça se fait que moi qui avais de cinéma et mon associé plutôt d'être astrophysicien, voilà comment on était arrivé au conseil. Voilà. Et donc on s'est dit, tiens, il manque un outil qui permette aux étudiants de mieux connaître les entreprises et leur métier. C'est comme ça, c'est un premier échange tous les deux, parce qu'on avait Ledoux-Lombard, on était à côté en formation, et c'est comme ça que l'idée est venue. Et qu'est-ce que vous avez pu observer là-bas et à qui, plus tard, qui vous a servi dans la création de JobTeaser? Pas mal de choses, parce que déjà, je pense que nos formations, plus le label conseil en stratégie, ça joue pas mal pour convaincre les premiers clients. En vrai, ça donne une garantie, je pense, une légitimité à notre démarche assez forte. Et puis après, je pense que c'est toutes les capacités de conviction, de raconter une histoire. On le fait quand même pas mal avec les clients quand on est en conseil. Et c'est des choses qu'on a pu utiliser. Puis après, la capacité à prendre un problème nouveau et bien le décortiquer et assez rapidement, alors qu'au début, on est sur un sujet qu'on ne connaît pas bien. C'est un peu le conseil. On arrive sur un nouveau sujet, il faut l'apprendre très vite. Et nous, on ne connaissait pas grand-chose aux ressources humaines quand on a commencé, en fait. Donc, on a appris beaucoup en conseil. Et vous avez eu des mentors? Alors, moi, j'ai pas vraiment eu de mentor. Et donc, comme j'en avais pas, je les ai trouvés plutôt dans les lectures. Voilà, dans les lectures. Donc des modèles. Des modèles, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas des... On n'a jamais su, c'est peut-être un défaut d'ailleurs, on s'est jamais vraiment entouré de gens expérimentés pour nous aiguiller. Pas trop, on n'a pas su trouver. Et donc, c'est effectivement plutôt dans les lectures qu'on a essayé de trouver cette inspiration-là. Quelle lecture justement? Alors, pour ne pas citer tous les classiques, pour parler de choses un peu différentes, moi j'aime beaucoup le sport. Je suis très inspiré par le sport, que ce soit collectif ou individuel. Je fais beaucoup de tennis. Et j'adore les histoires derrière les grandes équipes, quoi. Et un des coachs qui m'a le plus inspiré, c'était Phil Jackson, qui était l'entraîneur des Bulls au basket et des Lakers, qui avait une approche complètement mystique un peu du management de son équipe. Il leur faisait, par exemple, avant un match, se tenir par la main dans le vestiaire pour respirer ensemble, pour qu'ils se sentent vraiment connectés. Et tout le monde lui riait au nez parce que je trouvais ça complètement ridicule. C'est très américain, par exemple. Très américain, ouais, c'est vrai. Non, je ne dirais pas qu'on se tient par la main chez JobTeaser le matin, mais en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était quelque chose qui est important pour moi, c'est l'humilité, c'est une valeur qui est importante pour moi, personnellement, et pour JobTeaser. Et c'est vrai que pour créer une équipe soudée, il faut qu'il n'y ait pas trop d'ego, quoi. Et donc Mais comment est-ce que ça se traduit au quotidien? Ça se traduit par le fait justement de faire attention dans la constitution de l'équipe et d'être intransigeant, d'être capable, s'il y a quelqu'un qui écrase les autres dans l'équipe alors qu'il est très bon, d'être capable de prendre la décision difficile, quoi. De dire il est peut-être très fort, mais si ça ne va pas et s'il ne joue pas pour le collectif, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est arrivé, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, nous, ça nous est arrivé chez JobTeaser d'avoir des profils très brillants où c'est très difficile d'argumenter avec eux parce qu'à chaque fois, ils sont convaincants, ils n'ont jamais tort. Et après, ils ont beau être excellents, s'ils n'arrivent pas à faire travailler les autres et s'ils écrasent et que ça fait perdre confiance à d'autres membres de l'équipe, ça ne marche pas. Et donc Phil Jackson, il a connu ça avec des joueurs comme Kobe Bryant ou Michael Jordan. Il est arrivé dans l'équipe, il ne voulait pas jouer avec les autres, quoi. C'est-à-dire, c'était moi tout seul, je vais gagner, je n'ai pas besoin des autres et qu'ils me suivent, quoi.
il a mis des heures à faire jouer 2 égos ensemble qui voulaient qu'ils ne s'aimaient pas. Enfin, et donc moi, cette science du collectif, à leur apprendre à un peu oublier leur ego et leur intérêt individuel pour le collectif, c'est des trucs qui me passionnent. Donc j'essaye d'appliquer ça. Mais donc, même qu'est-ce si que c'est pas vous la faites? même. Vous vous en Ouais. séparez de ce genre de profil ou vous Ouais. cherchez quand même à... Parce que ça peut être un défi managérial aussi, Ah de non, faire c'est en clair. sorte C'est qu'ils clair. changent un peu de curseur et qu'ils pensent collectif. Non, c'est vrai, mais en fait, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est que c'est moi qui fais, par exemple, l'onboarding sur le sujet de la culture d'entreprise. Donc, je vais expliquer. Moi, je pense que les gens peuvent évoluer, quoi. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on est figé. Il y a des gens qui peuvent avoir un ego très fort dans une entreprise et un peu moins. Et la culture, si elle est forte, elle arrive un peu à faire en sorte que tout le monde puisse la suivre, quoi. Et donc, pour répondre à la question, non, il y a des gens qu'on a fait partir déjà, en dépit de résultats qui étaient bons, mais qu'on sentait que c'était des gens qui pouvaient abîmer la relation, quoi, dans l'entreprise avec d'autres personnes. Donc oui. Donc sans regret, c'est non, une pas théorie de qui se regret. confirme. Ah non, aucun regret. posteriori. Aucun regret, parce que je préfère avoir plein de très bons, mais peut-être pas les plus forts, mais qui sont ensemble et avec un état d'esprit positif, que d'avoir 2-3 divas. Non, ça c'est clair. Ouais. Avant d'aller plus loin dans votre parcours, j'aimerais évoquer une anecdote que vous m'avez Oui. partagée en préparant cette émission. C'est le projet Career Explorer, Mhm. qui est récent, Oui. un cours en ligne, arrêtez-moi si je me trompe, pour aider les élèves à s'orienter professionnellement. Exactement. Et ce projet, il est né d'une initiative interne. Exactement. Bah, dans ces mentors dont on parlait, je pense qu'un des grands principes, c'est d'apprendre à faire confiance et un peu à lâcher prise, quoi. Phil Jackson, il était donc quasi bouddhiste, hein, donc il y a des moments, dans les moments clés, il se donnait comme ordre de rien faire. Ce qui paraît un peu étonnant, mais de faire confiance à ce qui va se passer sur le terrain. Donc moi, j'ai essayé chez Job Teaser de mettre en place une culture, mais on pourra en parler parce que je pense que ça dépend des phases de l'entreprise. C'est pas toujours valable ça, mais d'avoir une culture où les gens se sentent assez à l'aise pour prendre des initiatives. Et alors ça passe voilà. par quoi concrètement? Bah, ça passe par le fait de leur expliquer qu'on attend d'eux qu'ils prennent des risques. Et donc dans le cas de Career Explorer, moi j'aime bien cette histoire parce qu'effectivement c'est quelqu'un dans l'équipe, un product manager, qui un jour nous a dit il y a un appel d'offres à Lyon d'université française pour financer un projet d'aide à l'orientation. Ce n'était pas forcément un cours, hein, c'était assez vague. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il a fait tout seul le truc. Hein. C'est-à-dire que vraiment, assez vite, il a dit je pense qu'on peut gagner. On a construit ensemble cette idée de faire un cours. Parce que bon, c'est l'idée de Job Teaser, mais je pense qu'on ne passe pas assez de temps à se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Dans quoi je suis fort, dans quoi je suis bon. Voilà. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre voie et c'est super, et vous avez trouvé ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, mais il y a plein de gens qui ne se posent pas assez de questions et ça amène à des burn-out. Donc on trouvait ça génial qu'il y ait un cours un peu obligatoire dans les écoles pour t'obliger à te poser ces questions et pas à te le faire trop tard. Et c'est lui qui a eu cette idée de ce cours. Et ça y est, c'est un cours qui est déroulé là dans une vingtaine d'universités, qui est parfois obligatoire. Et c'est peut-être 2000-3000 étudiants, je ne sais pas, par exemple à l'ESCP, qui ont un cours où ils se posent des questions. Voilà. Et donc c'est génial parce que ce n'est pas venu du tout de moi, cette idée. Mais idée qui a jailli au cours d'un moment dédié dans l'entreprise, c'est-à-dire c'est non, des même temps pas. que vous élaborez ou la porte est ouverte? La porte est ouverte, ouais. La porte est ouverte. Non, c'était même pas un temps ou hackathon ou autre. Hein. C'était vraiment plus un état d'esprit. Et s'il n'y a pas eu une phase où on a dit allez-y, vous avez X% de votre temps pour des nouveaux projets, c'est vraiment lui qui a dit tiens, il y a ça dans ma région, je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'on peut gagner. Et c'était quand même un financement de 2-3 millions d'euros, hein, donc c'était quand même un gros truc. Et donc ça, c'est vrai qu'on est content quand ça arrive. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il en retire à part la satisfaction d'avoir vu son projet prendre forme, qu'est-ce qu'il en tire? Bah, je pense qu'il en tire en fait la conviction que dans notre entreprise, on peut lancer des trucs et avoir un impact, quoi, hein. Et plus globalement, vous sentez que ça a initié une dynamique en interne? Oui, je pense que c'est bien d'avoir des preuves, parce que c'est bien les discours, mais c'est quand même mieux de montrer que c'est le cas, quoi. Mais même l'idée en fait de travailler avec les écoles, les universités, hein, sans rentrer dans le détail, et cette idée-là, elle est venue d'une collaboratrice, hein, qui à un moment était avec les écoles, elle a dit on peut peut-être travailler plus avec elle, et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc, moi, je trouve ça toujours génial quand les idées viennent des équipes. Vous êtes implanté donc en France, mais en Allemagne également. Oui. J'imagine que vous tendez à vous étendre encore. Comment est-ce que vous assurez que la communication soit fluide entre les équipes, que les équipes soient alignées autour des mêmes objectifs? Est-ce que c'est même possible?
Dans le côté international notamment. International, d'un point de vue culturel? Ouais, ouais. Non, non, c'est un gros défi. Alors, je pense que nous, en plus, on a racheté une entreprise en Scandinavie, donc à Copenhague. Mhm. Et là, le défi, il est énorme parce que c'est une autre culture d'entreprise. Donc là, franchement, c'était une équipe de 30-40 personnes qui travaillé ensemble depuis 5-6 ans avec des grosses différences, hein, Et parfois, là, d'emblée, de vous mindset. diriez que c'est quoi les différences? Bah, il y avait, alors, les deux trucs que je vois sur lesquels il y a eu plein d'ajustements à faire, il y a le respect des horaires, par exemple. Et alors, C'est-à-dire que nous, en France, ça va si on arrive disons, à 14h07, quoi, on va dire, pour une réunion à 14h. D'accord. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, En Allemagne, ça passe pas trop, quoi. d'accord. Voilà, c'est un manque de respect assez profond. Et puis après, il y a le feedback qui est assez intéressant parce que Ok. c'est quelque chose qui est classique, mais on encourage beaucoup de se donner du feedback. Et il y a des pays pour lesquels c'est plus naturel que d'autres, quoi. Il y a des pays, par exemple, où le feedback va être très direct, notamment en Allemagne, et d'autres un peu moins, C'est-à-dire quoi. c'est instantané? Ouais, c'est instantané, ça peut être un peu vu comme brutal pour un Français, quoi. D'accord. Un Alors Français que va nous, se c'est dire, processé, c'est un ouais, temps dédié, on remplit un ouais, formulaire. exactement, exactement. Et Ouais. alors, c'est quoi votre équilibre à vous? Bah, nous, on essaye d'encourager plutôt d'être plus direct. Donc, on trouve ça plutôt bien. Mais il faut ajuster parce que ça crée des tensions et c'est hyper difficile, très difficile de faire en sorte que tout le monde se sente partie de la même équipe, hein. Parce qu'il y a l'équipe danoise, l'équipe allemande, l'équipe française. Et pour ça, on crée des moments où tout le monde se retrouve. Ok. On a créé Des sortes de rituels? ouais, des rituels, des déjeuners qu'on appelle les random lunch en anglais, mais où on mixe de manière aléatoire les équipes pour que les gens se rencontrent. Parce que si on ne le fait pas, ils ne se mélangent pas. On a beau dire, attention, c'est super si la tech se mélange avec le marketing, avec les sales, vous faites un événement, ce qui est normal, hein. Moi, j'étais pareil hein, quand j'étais chez Bain ou L'Oréal avant, ça ne se mélange pas. Donc les pays, c'est encore plus marqué. Il n'y a pas de mélange. Donc il faut le provoquer, sinon ça va pas arriver. Comment vous abordez les décisions importantes? Comment ça se passe avec votre associé? Comment vous répartissez les rôles? Alors, beaucoup de questions dans la question, mais Oui. sur répartition des rôles, moi j'ai un profil plus école de commerce, donc moi je suis plutôt sur la vente, la stratégie, les ressources humaines, et Nicolas est plus sur la partie technique et financière, donc voilà, plus front office, back office, on va dire. Et après, sur la prise de décision, ça a été un challenge pour nous parce que on est hyper complémentaires, donc ça a beaucoup de valeur, mais le fait d'être deux, ça peut ralentir parfois la prise de décision. Ok. Voilà. Donc c'est un truc sur lequel on s'est pas mal interrogé, parce que c'est notre force, parce qu'à chaque fois, on apporte un angle de vue qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt vision, beaucoup d'idées, parfois trop, et à un moment, il faut focus. Et Nicolas, il voit tous les angles morts, avec la volonté de tout comprendre. Et donc, on a les deux ensemble, Remarque, en tout cas sur le papier, c'est parfaitement complémentaire. oui, mais pour les équipes, c'est vrai que pour les équipes, à un moment, ça veut dire qu'il faut un peu la double validation. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser la question quand on monte une entreprise. Est-ce qu'il y en a un qui tranche quoi, dans les moments difficiles? Et donc nous, je pense qu'on s'interroge tout le temps sur ce qu'on doit améliorer. Et la capacité à prendre des décisions plus vite, elle est importante. Sinon, les équipes, le meeting se passe, tout le monde regarde Adrien et Nicolas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et nous, on sait qu'on ne peut pas trop répondre parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense. Et on va attendre la fin du meeting pour se parler et débriefer. Ça peut ralentir. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des grands principes qui vous guident, qui transcendent tout le reste quand vous prenez une décision? Oui, bien sûr. Je pense que... alors déjà, on a des process assez clairs où quelqu'un qui prend une décision est obligé de parler à X personnes avec une grille de lecture. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place, un vrai processus. On ne peut pas prendre une décision tout seul sans prendre un peu l'avis des autres, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et après, on se demande toujours si c'est en ligne avec notre mission, en général. C'est-à-dire qu'on a créé une mission forte d'orienter les étudiants. Et si ce n'est pas cœur d'activité, si ce n'est pas aligné avec notre mission, même si c'est un produit qui va pouvoir être très rentable, on essaye de ne pas faire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se disperser, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Est-ce que vous pouvez décrire votre style de management? Moi, mon style, il est assez enfin, c'est la meilleure façon, ce serait de demander aux équipes, mais moi, j'essaye de faire confiance. Je pense que je suis plutôt dans le laisser faire. Voilà, une fois que j'ai confiance, j'aime bien donner de l'énergie plutôt que d'en prendre et de voir les gens se réaliser sans que j'ai besoin d'être sur leur dos. Voilà, je pense que je suis quelqu'un de très empathique, moi. Donc, voilà. Mais je pense que c'est
et que les gens le sentent, donc avec beaucoup d'écoute, j'espère de la bienveillance. Par contre, moi, ce sur quoi j'ai dû progresser, c'est que c'est bien d'être bienveillant et à l'écoute, mais parfois, ça exige de donner un feedback qui est difficile. Parfois, il faut prendre une décision difficile, faire partir quelqu'un. Et c'est là-dessus que moi, j'ai dû le plus progresser. J'ai dû le plus apprendre parce que chez JobTeaser, on est une entreprise pas mal d'empathique. Ça vient peut-être de moi à la base, mais ça ruisselle un peu dans toute l'organisation. Et ça veut dire quoi? Mais quand vous dites empathique, parce que ça peut être un peu galvaudé. Quand alors vous dites empathique, ça veut dire que l'empathique, il aime bien que tout se passe bien, il n'aime pas le conflit. D'accord. Ça vous a fait défaut? Ouais, parfois je pense que pour protéger quelqu'un ou pour, au lieu de prendre la décision qui s'impose, par exemple quelqu'un, ça marche pas, on a essayé, il faut s'en séparer, on va retarder la décision par exemple. Voilà. Quelqu'un à qui il faudrait faire un feedback très dur en lui disant là ça va pas par rapport aux objectifs qu'on a fixés, on n'y est pas, le message va être trop édulcoré, ce genre de choses. C'est ça que je veux dire par empathique. La bienveillance ne doit pas empêcher l'exigence, quoi, en gros. Voilà. On a parlé du projet Career Explorer, mais en interne, comment est-ce que ça peut se refléter en fait? Quel type de formation ou d'initiative vous mettez en place pour faire monter en compétences vos collaborateurs? Alors, on investit beaucoup dans la formation des équipes. Moi, je passe pas mal de temps. Donc, typiquement, sur l'ADN de JobTeaser, pourquoi on a commencé, expliquer nos produits, j'en fais une bonne partie. Et après, c'est sûr qu'on cherche des gens qui ont envie d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on dédie en gros des sessions de formation, soit avec des gens en interne à qui ça plaît de former leurs copains ou leurs collègues, ou soit on fait venir des intervenants extérieurs. Voilà. Et ce qu'on a bien aimé faire aussi, justement dans le type de Career Explorer, c'est il y a un label qui s'appelle ProcessCom, qui est assez intéressant, qui permet de comprendre la manière dont les gens décident ou se comportent. Et donc ça, on l'a fait passer à tous les managers, parce que ça permet de comprendre, ok, Alix, c'est quelqu'un qui aime bien le défi, il n'a pas besoin qu'on lui dise bravo, elle a besoin du challenge, elle a besoin de prise de risque. Et donc comme ça, moi je sais que quand je vous parle, c'est sur ce type de levier que je vais actionner. Ça ne sert à rien d'être dans l'empathie, il faut plutôt donner le défi. C'est des formations qui leur apprennent à décrypter les autres. Ouais, exactement. Et notamment un manager de comprendre dans son équipe quels sont les profils qu'il a. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien faire tout seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien le challenge ou au contraire qui a besoin d'être félicité? Et ça, une fois qu'on comprend un peu les profils de son équipe, on comprend chacun a des leviers différents, quoi. Donc ça, c'est le genre de formation qu'on fait. C'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye de faire des choses un peu originales comme ça. Et plus globalement, vous cherchez à innover en interne. Je veux dire, ça peut aller des process jusque, je ne sais pas, une méthode, un outil. Pour nos clients, vous voulez dire? Non, en interne, vraiment. En interne on essaye parce que je pense que… Est-ce que c'est important? Alors oui, c'est important, notamment parce que nous, notre job, c'est de permettre en fait à chacun, notre mission, c'est de permettre à chacun de trouver sa voie. Donc on essaye, et là on le fait sans doute pas assez bien en ce moment, mais là on fait les choses différemment, c'est qu'on essaie de donner plus de clés aux équipes pour qu'elles se connaissent. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait peu en entreprise, c'est comprendre grâce aux tests qu'on a, c'est leur faire passer ces tests de valeur, motivation, compétences. Dire de se connaître elles-mêmes Exactement, okay. De se connaître elles-mêmes, parce qu'il faut un peu qu'on soit en ligne avec ce qu'on prêche, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez original, que nous-mêmes, on soit un outil pour que les gens apprennent à mieux se connaître et à se développer. Ce qui n'est pas assez classique. Et pourquoi vous dites que vous le faites pas assez? Parce qu'on a ce cours Career Explorer et je ne sais pas si tout le monde l'a passé encore, alors que ce serait quand même un peu normal. Voilà, donc on essaie de faire venir pas mal de gens sur des conférences pour les éclairer. C'est important pour nous. Ouais. Et dans quelle mesure est-ce que vous prenez en compte les attentes des jeunes générations? Je vais dire un peu grossièrement, mais souvent en quête de sens, c'est ce qu'on dit beaucoup au sein de votre organisation. Alors, déjà, vous avez beaucoup de jeunes? Alors, on a beaucoup de jeunes. Alors, nous, on connaît bien le sujet, parce que notre métier, c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie. Donc, on a même Vous avez une pression supplémentaire, j'imagine? Ouais, c'est clair, d'être exemplaire. On a même développé le Gen Z Lab qui fait des études pour bien les connaître. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un peu comment dire, il y a une simplification, disons, qui cherche du sens au sens de l'impact social, etc. Ce qui est vrai, on parle de Bifurker, etc.
Mais en fait, ce qu'ils veulent le plus, c'est plutôt d'avoir de l'impact. Mais ce n'est pas forcément au sens sociétal, hein. Ça peut, mais c'est aussi qu'ils ont envie d'avoir le sentiment qu'ils peuvent assez vite avoir un impact sur les résultats, la stratégie. Donc la manière dont nous, on le prend en compte, c'est en confiant des projets assez vite, en fait, en faisant confiance. Nous, on a plein d'histoires de gens qui ont commencé stagiaires et qui sont montés assez haut, en leur montrant que les job teasers, assez vite, c'est Quel pas... que soit leur niveau dans l'entreprise. Ouais, assez vite. Assez vite, on a des profils, peut-être pas quel que soit leur niveau, mais en tout cas, assez rapidement, on confie des projets parce que c'est une génération qui a besoin de voir l'impact de ce qu'ils font. Et oui, il y a les valeurs. Alors nous, on a de la chance parce qu'on ne s'est pas réveillé un matin, comme certaines entreprises, en disant « Tiens, mince, on n'a pas de mission, quoi ». Nous, on a créé pour les étudiants. Et donc ça, c'est quelque chose qui motive tout le monde le matin. C'est-à-dire que c'est quand même cool quand on voit une vidéo d'étudiants dans une école dire « C'est génial, c'est grâce à Job Teaser que j'ai trouvé ma voie ». C'est ça qui nous motive. Donc le sens, ils le trouvent aussi comme ça. Oui, c'est l'essence même de l'entreprise. Exactement. En préparant cette émission, j'ai lu que vous parliez d'une culture écrite plus forte depuis la crise sanitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est pas mal inspiré de ce qui se fait chez Amazon notamment, où l'idée c'est que les slides, les grandes présentations où quelqu'un parle, où les gens n'écoutent pas trop parce qu'ils sont crevés, où ça dépend beaucoup du talent de l'orateur, on l'a remplacé par des docs écrits en fait, de manière à ce que ça soit moins la forme qui prime, mais plus un doc hyper structuré avec tous les faits, les chiffres, que les gens sont obligés de lire en amont de la réunion. Et comme ça, la réunion, elle commence et tout le monde a lu le document. Donc, en résultat, la réunion, ce n'est pas 1 heure à écouter quelqu'un qui fait sa conférence. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Voilà, c'est que tout le monde a lu. Encore faut-il que tout le monde l'ait lu. Est-ce Et que si vous en avez l'assurance ? Non, c'est une très bonne question. C'est pour ça que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit on commence par un cadre de lecture. Chacun lit le document qui a été préparé par le… C'est presque scolaire. Ouais, c'est assez scolaire, mais ça marche super bien. Ça marche hyper bien parce que c'est super chiant d'écouter. Tout le monde chuchote en lisant son petit document. Ouais, non, mais ça marche bien parce que c'est un peu chiant d'écouter quelqu'un pendant longtemps, qui avec ses slides, etc. Il nous raconte… et ça dépend vraiment de la capacité de présentation. Et ça permet quoi alors d'avoir lu ça en amont ? C'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Exactement, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet beaucoup plus rapidement, qu'on se fait un avis, qu'on commence par le débat, quoi. C'est pas 1 heure, on est passif, quoi. On est actif très vite. Et très vite, c'est vous avez lu, voilà, il y a 4 options. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place au sortir de la crise ? Ouais. On a eu la chance, en fait, aussi d'avoir pas mal… On a été coaché sur le sujet, sur comment on rédige ces documents, comment on les structure, les mots-clés, pas de phrases à rallonge, des faits, des chiffres, etc. Et effectivement, disons que le Covid a un peu accéléré les choses là-dessus. Ouais. Et plus largement, est-ce que le Covid a eu un autre impact sur votre façon de manager ? Est-ce qu'il y a d'autres grandes leçons que vous en avez tirées ? Moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que, alors forcément, réponse classique, il y a évidemment plus de télétravail, plus de flexibilité, mais quand même, moi, je vois quand même que les gens sont contents. Donc, je ne vais pas vous faire la réponse cliché, c'est-à-dire que je pense que les gens sont contents de se retrouver au bureau quand même. Ouais. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit, c'est super, maintenant… Donc, vous avez rétropédalé ? Alors, rétropédalé, je ne sais pas, parce que pendant le Covid, on n'avait pas trop le choix. Oui, c'était full remote. C'était full remote, et après, assez vite, on est revenu en présentiel. Pas complet, hein, on est à 2 à 3 jours par semaine en physique. Mais moi, je pense qu'il y a une valeur, et si possible, ne pas mettre trop de règles pour que ce soit obligatoire. Mais la créativité, les rencontres entre les gens qui ne se rencontrent jamais, sinon, ou les nouveaux qui arrivent quand ils ne rencontrent jamais personne, parce que s'ils sont derrière leur écran, ça ne marche pas. Moi, je crois beaucoup à cette vertu-là. Donc, en fait, oui, ça a changé des choses parce qu'il y a plus de flexibilité et il y a des bienfaits là-dessus. Moi-même, je télétravaille le jeudi ou le vendredi, mais je crois que ça ne remplace pas. On est en train de se rendre compte qu'on a besoin de ça, quoi. On a besoin de physique. Et justement, comment est-ce que vous mesurez l'engagement de vos équipes, leur motivation ? Alors, c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est quelque chose qu'on mesure de manière assez fréquente. Nous, en fait, on fait ce qu'on appelle une enquête interne, on va dire. Où on leur pose ces questions de à quel point vous croyez en notre stratégie, est-ce que l'équipe de direction est accessible, oui, non, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté, donc quelle mesure la charge de travail est acceptable. C'est quelque chose qu'on monitore en fait et dont on parle en équipe de direction. Voilà. Donc c'est arrivé
dans les phases intenses, qu'on soit pas assez bon là-dessus, que la charge soit trop forte. Et comment par on exemple. réajuste dans ces moments-là? Parce que de Ouais. recueillir, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Au-delà d'un discours, je veux dire. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est déjà bien d'être au courant déjà et de faire un diagnostic. Et puis après, on arrive avec des solutions concrètes. Je prends un exemple sur le fait que la charge était un peu forte. On a mis en place une solution qui s'appelle Mocha, qui permet en fait aux collaborateurs d'avoir un coach ou un psy 4 fois par an. Ils ont des slots. Et en fait, on se rend compte que c'est assez utilisé quand même. Gratuitement. Et c'est gratuit pour eux, ouais. Ouais. Et donc, en fait, ça remplace le numéro vert que personne n'appelait. Et il y a eu des trainings. Et ils peuvent faire ça, je veux dire, c'est Ouais. anonyme, secret. Ouais, Enfin, c'est secret. l'entreprise Nous, ne le sait pas. Non. En Nous, on interne. sait juste le taux d'usage, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Et en plus, ces entreprises, il y en a plusieurs, elles viennent former en interne, sensibiliser sur un manager, comment tu détectes les signes de burn-out. Parce que nous, on a beaucoup de jeunes managers. Ils vont peut-être pas toujours voir les signaux quoi, d'une surcharge. Voilà. Et donc, le fait de former plus l'accès à cet outil, alors on se rend compte que c'est utilisé aussi pour du perso, pas mal. La moitié quasiment, c'est du perso. C'est-à-dire, il y a une rupture amoureuse ou je sais pas quoi. Mais sauf qu'en tant que manager, parfois, il faut être au courant parce que tu sais que c'est pas la meilleure période en ce moment. Sans compter que ça peut être vertueux juste de se dire qu'on a des personnes qui se sentent bien. Ouais, exactement. Donc ça, vraiment, c'est concret quoi. On met en place des choses concrètes. Quel conseil donneriez-vous à un futur entrepreneur en termes de management? Je lui dirais que d'être courageux. Voilà, parce que je pense que je me suis quand même rendu compte que plus on prend des décisions difficiles, parce qu'en fait, être leader, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, pour moi, en tout cas. C'est mon sentiment. C'est on doit être les experts à prendre des décisions qui ne sont pas naturelles. Parce que ce qui est naturel, c'est de vouloir être aimé, c'est de vouloir que tout le monde nous apprécie, etc. Et que les meilleurs leaders, ce n'est pas ceux qui cherchent à être aimés, c'est ceux qui prennent les bonnes décisions. Et ce n'est pas forcément facile, parce qu'on a envie tous que les gens nous aiment bien, d'être suivis, c'est super, quel bon leader Adrien, etc. Mais ce n'est pas notre job en fait. Voilà. Et donc le job, c'est d'apprendre à prendre des décisions courageuses, parfois qui sont impopulaires. Par exemple, quand à un moment j'ai dit aux équipes justement après Covid, il faut revenir au bureau, si je voulais être populaire, je ne l'aurais pas fait, parce que ça ne plaît pas trop. Tollé, non, mais disons que pour certains, que je comprends. Voilà. Donc, c'est ça que je dirais, que prendre des décisions courageuses et puis pas confondre bienveillance, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont beaucoup dans le care, etc. Et c'est super. Et il faut garder ça, et c'est vraiment important dans notre ADN, mais ça n'exclut pas le fait d'être exigeant. Voilà. Et qu'au contraire, ceux qui sont les plus ambitieux, ils attendent de vous de l'exigence. Pas que juste d'être sympa. Voilà. Merci beaucoup Adrien, c'est déjà la fin, c'est passé très vite. Merci d'avoir partagé votre expérience et votre vision avec nous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.